batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames, bienvenue. Ouvrons cette session d'information en province. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police Congo central, Israël Kantou Bakoulou, s'est rendu à Kimpese le samedi 27 juillet 2024 pour assister aux obsèques des policiers du commissariat territorial de Songololo, victimes de violences du 29 et 30 janvier dernier. Les détails. Quoi de plus normal que de faire preuve de compassion? En sa qualité de commissaire divisionnaire du Congo central, le général Israël Kantou Bakoulou a rallié la cité de Kimpese samedi 27 juillet pour assister aux obsèques des éléments de la police nationale congolaise, ceux précisément du commissariat territorial de Songololo, lesquels ont trouvé la mort en début d'année suite à l'insécurité grandissante le 29 et 30 janvier à Kimpese. En l'occurrence, le brigadier-chef Daniel Ntimbaefate, l'agent de police deuxième classe Alimansi Banyandei et le brigadier Kalala Montissa, ainsi que le commissaire supérieur principal Jean-Paul Ngolodo, lui par contre décédé le 13 juillet dernier des suites d'une crise. Sur place, le numéro 1 de la police a tenu à ne rien manquer. Depuis la morgue de l'hôpital général de référence Institut médical évangélique Ime Kimpese, en assistant à la sortie des corps, puis s'est rendu à la cour du bureau secondaire de l'administrateur du territoire, site auquel les 4 corps ont été exposés. Au moment de sa prise de parole, pour le mot des circonstances, tel qu'énuméré dans le programme des obsèques, après la prédication, le général Israël Kantou a basé son adresse sur l'interpellation en rapport avec les violences de janvier dernier. Mboka oyo eza na boyokani te, mboka oyo eza na pardon te, makambo ya boye ekoyaka lisusu. Population bozoyoka ngai, la police bozoyoka ngai, la groupe na ngai ya FRDC bozoyoka ngai, la coordination ya tribunal, to cultiver amour, to cultiver pardon, po makambo ya boye toyaka nango lisusu te. La vie humaine est sacrée. L'administrateur du territoire, Évariste Kazadi, à son tour, a rappelé la cause de la mort du commissaire supérieur principal, Jean-Paul Ngolodo, puis a révélé ses exploits avant de terminer par un message adressé à la population. Violence dans le territoire Oyo, et qu'on a malamu to éviter yango parce que tozali wana pona kosala pona bino et puis pona l'État. Donc ce qui doit se comprendre dans le sens où on a plus précisément à la Kimpese. Au moment où on tokotambola na malamu pe kimia ekogenie na kati ya cité na biso ya Kimpese. C'est en début d'après-midi que la cérémonie a pris fin. Les corps du brigadier-chef Ntimbaefate, de l'agent de police deuxième classe Alimansi, ainsi que du brigadier Kalala ont été conduits au cimetière Congo Yakati sur place à Kimpese. Celui du commissaire supérieur principal Jean-Paul Ngolodo a pris la direction de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Et faisant suite à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président du mouvement d'alliance du fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, est placé sous les sanctions par les États-Unis d'Amérique. Les détails dans cet élément suivant. Le bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis a infligé des sanctions aux chefs des groupes armés qui sont à l'origine de l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'occurrence, Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et actuel président promoteur du mouvement Alliance Fleuve Congo AFC qui combattent les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés des rebelles du M23. Les actifs de ces chefs et rebelles sont gelés, nous confirme cette structure. À Matadi, Maître Simolo Sonso, analyste politique et avocat au barreau du Congo central, estime que ces sanctions ne suffisent pas pour restaurer la paix en RDC, mais que les États-Unis d'Amérique proposent des mesures sérieuses sans hypocrisie. Moi, je pense que le mieux serait d'envisager des solutions adéquates, notamment les États-Unis qui, en principe,
devrait appuyer la RDC, c'est-à-dire les FRDC, de pouvoir poursuivre et combattre l'ennemi qui cause terreur et désolation au niveau de l'Est de notre pays. Ces sanctions diplomatiques, moi je pense que c'est une mascarade, geler les biens des Corneilles Nangaa, des sanctions qui sont prononcées alors que sur terrain, je ne vois pas des actions qui sont posées de manière concrète pour effectivement mettre un terme à la guerre qui sévit à Bel-Irette. Geler les biens, prononcer des sanctions de manière verbale comme ça, moi je pense que cela pourrait ou n'est pas impacter positivement sur des solutions adéquates tellement recherchées par nos populations de l'Est de notre pays. Pour les États-Unis, cette sanction est de nature à ne pas punir, mais de susciter un changement de comportement positif. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, dans le cadre de la politique de désengorgement de maisons carcérales en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a officialisé la libération des 421 détenus à la prison centrale de Makala. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale congolaise. Les détails. À la prison centrale de Makala, située à Kinshasa, la capitale congolaise, le ministre national de la Justice, Constant Mutamba, a officialisé la libération des 421 prisonniers le samedi 27 juillet dernier. Cette initiative vise à désengorger cette maison carcérale surpeuplée depuis plusieurs années, a fait savoir le ministre d'État, Constant Mutamba. Nous sommes en train de faire l'état des lieux de toutes les prisons et prendre des mesures idoines de désengorgement et d'amélioration des conditions carcérales. En République démocratique du Congo, les détenus vivent dans des conditions très déplorables. Un prisonnier rencontré sur place lors de cette cérémonie s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très contents de voir aujourd'hui le ministre est venu pour visiter le pavillon. Maintenant, notre problème est quoi? Qu'il puisse désengorger ces prisons parce qu'il y a plusieurs innocents qui sont ici. Ici, quand même, vous venez, on est bien dans le pavillon 1. Mais si vous regardez dans notre pavillon... Selon la radio Okapi, sur les 15 300 détenus que compte la prison de Makala, 2540 seulement ont été condamnés. Le patron de la justice en RDC promet de poursuivre ces libérations jusqu'à atteindre un nombre de 7000 d'ici le 10 août prochain. Parlons qu'il tire dans cette édition du journal. Mike Kalambai, artiste gospel de la République démocratique du Congo, s'est produit le samedi 27 juillet 2024 au stade de Martyrs devant plus de 120 000 personnes. Une production qui a causé la mort de 9 personnes et plusieurs blessés. Les détails avec Jean Singoy. Suivez. Le chantre de l'Éternel, le pasteur Mike Kalambai, s'est produit samedi 27 juillet 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa devant plus de 120 000 spectateurs qui ont rehaussé leur présence à cet événement dénommé Explo Célébration, produit par la maison de production Majab. Plusieurs invités étaient présents pour cette production gospel du pasteur Mike Kalambai, notamment la présence de Noël Ngiamamakanda d'Iwe Ranson. On note également pour cette production les drames survenus suite aux bousculades et à l'étouffement qui ont causé 9 morts et plusieurs blessés dits au débordement pendant les concerts, a confirmé dans la soirée du même samedi le ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, signalant 7 corps placés à la morgue de la clinique Vijana dans la commune de Lingwala. Les 2 autres qui portent le total à 9 ont été transférés au centre hospitalier de Ngiringiri. Le ministre a indiqué que le ministère de la Santé n'était pas impliqué dans l'organisation de l'événement. On ne fait pas une organisation de ce niveau-là sans préparer une possible catastrophe, notamment au niveau sanitaire. Et là, du coup, il y a une catastrophe. Parce qu'au total, nous sommes autour de 9 morts, plusieurs blessés. Visiblement, il y a un gros problème d'organisation qui doit être pris en compte quand on décide de lancer une grosse manifestation comme ça. On va prendre des mesures pour que toutes les grandes manifestations, que nous soyons au minimum tenus informés et que les organisateurs prennent la responsabilité de s'assurer qu'il y aurait une réponse sanitaire.
De son côté, la ministre de la Culture, Yolande Elebe, a déploré le fait que les cases pour une bonne organisation n'étaient pas respectées par les organisateurs. Lorsqu'on organise un événement, il y a des cases qu'il faut cocher. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est s'assurer qu'en cas de mouvement de foule, la sécurité, c'est sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir 1 ou 2 ambulances. Je crois qu'il est temps, pour ce type d'événement, que nous puissions mettre en place une régulation claire. Et si les cases ne sont pas cochées, l'événement ne sera pas. Majabou Gospel, organisateur de l'événement, a exprimé sa gratitude envers la population quinoise et a reconnu les décès tragiques survenus lors du concert et présente ses condoléances aux familles attristées. Restons toujours dans le même chapitre, messieurs et dames. Après les drames qui s'est produit au stade de Martyr lors du concert du chanteur Mike Kalambai, il a été décidé au cours d'une réunion interinstitutionnelle de suspendre toutes les activités non sportives dans les 2 grands stades de football de Kinshasa, à savoir le stade de Martyr et Tata Raphaël. Suivez donc le ministre national en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité, mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Parlons sport, messieurs et dames. C'est depuis le samedi 27 juillet dernier qu'a débuté la 4e édition du championnat national du jeu des dames à Kinshasa, la République démocratique du Congo. La province du Congo central est représentée par 7 athlètes. Les détails, une fois de plus, avec Jean Singoï. La 4e édition du championnat national individuel senior de jeu de dames, débutée samedi 27 juillet 2024 à Kinshasa, se déroule jusqu'au 4 août prochain. La province du Congo central est représentée dans l'élite par 7 athlètes pour la première fois de l'histoire de la Fédération nationale de jeux de dames en République démocratique du Congo. Francine Nimi, président de l'entité, a signalé les points sur le début de la compétition et a demandé aux jeunes de rehausser à ces jeux, puis a confirmé que l'organisation du championnat d'Afrique des jeux de dames sera abritée cette année en République démocratique du Congo. Le public considère que le jeu de dames est connu par tout le monde, mais nous on parle de l'activité du jeu de dames normée, qui respecte les règles internationales. Le public n'est pas au courant, par exemple, qu'il y a une confédération africaine du jeu des dames. Au niveau mondial, la fédération du jeu des dames. À tous les participants, nous leur souhaitons d'abord la bonne chance. À noter que le Congo central compte une victoire à mettre à l'actif de Makalayame, 5 matchs nuls et une défaite concédée par Mavinga Mayala. Parlons information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. La sécheresse touche également l'Afrique du Nord. Une des conséquences immédiates, c'est l'assèchement de points d'eau et la pénurie en eau potable dans les zones rurales. Exemple en Tunisie. Les détails de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Dans la chaleur infernale, Nyakiri, 80 ans, entame son labeur quotidien, chercher de l'eau pour survivre. La soif nous tue, nous avons très soif. La soif nous tue, nos enfants et nos animaux, nous avons très soif. Elle se réveille à 4 heures tous les matins, parcourant 30 km pour trouver de l'eau. C'est le seul puits à des kilomètres à la ronde, l'un des rares en état dans la zone d'Al-Taïfia. Plusieurs villages en dépendent. Si on avait de l'eau à la maison, tout le monde serait libre. Il pourrait faire le plein quand il le voudrait.
Mais à cet âge, je porte 2 bidons et je passe tout l'après-midi ici dans cette chaleur. Et chaque année, le problème s'aggrave. L'eau du puits coule de moins en moins à mesure que la chaleur s'intensifie. La file d'attente s'allonge et il arrive que l'on vienne tôt le matin pour rentrer chez soi à 11, 12 ou 13 heures. Ils n'ont pas mangé depuis le réveil. Ils viennent chercher de l'eau et rentrent à 13 ou 14 heures. La chaleur à midi m'a brûlé. Chaque été, nous sommes comme ça. Toute une vie s'est écoulée comme ça. Au ministère de l'Agriculture tunisien, le constat officiel est sans appel. Dans le pays, le dernier automne pluvieux remonte à 2019 et depuis la crise s'amplifie, sans solution pérenne trouvée à ce jour. Nous consommons sans réapprovisionnement, donc le stock a atteint environ 28% aujourd'hui. C'est le taux de remplissage de nos barrages qui est d'environ 664 millions de mètres cubes. Par conséquent, la situation de l'eau est considérée comme critique et doit être traitée avec sagesse. L'impact de la sécheresse sur les communautés est profond. Génération après génération, la jeunesse quitte la zone, faute d'espérer le retour de l'eau. J'espère au moins que ma vie changera au cours de mes dernières années grâce à un peu d'eau. Nos enfants ont quitté cette région à cause de la soif et du manque de travail. Le problème est loin de ne concerner que la zone d'Al-Tafia. Selon l'ONU, 650 000 personnes manquent d'eau potable à domicile en Tunisie. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames, nous sommes arrivés à la télophase de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Gomez Tamba. Bonne suite des programmes chez vous et au revoir.